truc. Bonsoir à tous, Geoffroy Lejeune, Gilles William Goldnadel, Georges Fenech, Joseph Massescaron sont avec nous. Éric Zemmour est en direct également avec nous dans cette émission, le président de Reconquête, je le salue. Bonjour Éric Zemmour, vous allez pouvoir intervenir dans une seconde. Mais avant cela, je voulais qu'on réécoute ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir sur l'immigration. Et ensuite, nous parlerons de cette tribune que vous avez publiée hier dans Le Figaro. La loi immigration, pire que rien, avez-vous écrit. Écoutons le président de la République. Moi, je revendique que cette loi est due en même temps. D'abord parce que lutter contre l'immigration clandestine, j'ai du mal à penser que ce serait que de droite. Et quand je vois d'ailleurs l'électorat populaire, il est pour ça. Quand vous vivez dans des quartiers populaires, où vous avez des difficultés de sécurité, parfois une immigration qui n'est pas bien contrôlée, dont vous vivez les conséquences, vous êtes pour cette loi. Quand vous vivez dans les beaux quartiers où vous n'avez pas les conséquences de l'immigration clandestine, ou d'autres problèmes d'insécurité, vous n'avez pas de sujet, vous pouvez dire non, c'est pas bien. Il y a un problème d'immigration dans le pays, parce qu'il y a trop d'immigration clandestine et que ça crée des déséquilibres, des sujets, des pressions. Je ne crois pas pour autant qu'on soit dépassé par l'immigration. Il n'y a pas de submersion migratoire. Non, je n'ai jamais utilisé ces termes. Mais on a des vrais problèmes d'immigration. Et il y a plus de pression migratoire qu'il y a 10 ans dans le pays. Éric Zemmour, il n'y a pas de submersion, immigration, ce sont les mots du président de la République et votre tribune. La loi immigration, pire que rien, c'est ça qui peut étonner. Pourquoi serait-ce pire que rien ? Écoutez, je vous avoue que j'ai écrit cette tribune parce que j'étais effaré, éberlué par ce cirque médiatique et parlementaire autour du vote de cette loi. On avait la Macronie qui se déchirait pour des mesurettes, on avait la gauche dans toute sa splendeur avec ses syndicats, ses médias, ses élus, etc., qui faisaient semblant d'être offusqués par une loi qui faisait elle-même semblant d'être ferme. Et puis alors, cerise sur le gâteau, on avait les LR et les RN qui criaient à la victoire idéologique, alors qu'on n'avait pas fait de mal à une mouche, et que finalement, le grand résultat de cette loi, ça sera toujours plus d'immigration. J'imagine qu'on y reviendra. Et donc, si vous voulez, moi je me suis dit, avec tous ces gens qui crient victoire, on voit bien que, en vérité, c'est la défaite. Mais la défaite de qui ? Du peuple français. Parce que quand on ne traite pas les problèmes, quand on fait semblant de les traiter, c'est encore pire que si on ne faisait rien. On aggrave encore les problèmes. Moi, j'avais l'impression, en lisant attentivement cette loi, que c'était une digue de sable face à une vague énorme qui allait tout submerger. J'avais l'impression, vous savez, pour faire un mot, de voir des joueurs qui jouaient à la belote sur le pont du Titanic. On pourra en tout cas expulser les étrangers en situation de délinquants. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans la précédente loi. Vous écrivez quelque chose qui nous a intéressé également. Vous faites un parallèle entre la présence nationale et la priorité nationale. Vous parlez aux parlementaires et vous écrivez « Merci à eux de m'avoir fait comprendre pourquoi ils avaient troqué la préférence nationale défendue jadis par le Front National en priorité nationale ». Que voulez-vous dire ? Écoutez Pascal, vous savez, jadis, quand il y avait le Front National de Jean-Marie Le Pen, celui-ci défendait la préférence nationale. Qu'est-ce que c'est que la préférence nationale ? C'est réserver les allocations sociales qui ne relèvent pas de l'assurance, mais qui relèvent de la solidarité nationale aux Français. Ce qui m'a paru tout à fait naturel, sauf que depuis 30 ans, depuis 40 ans, on a multiplié les allocations de solidarité nationale et on les a données aussi aux étrangers. Et donc la préférence nationale, c'était un retour à ce qui se passait avant, c'est-à-dire la solidarité nationale, comme son nom l'indique, c'est pour les nationaux. Et puis, quand Mme Le Pen est arrivée à la place de son père, dont elle a hérité le parti, elle a changé non seulement le nom, le Rassemblement national, mais elle a aussi changé ce terme de préférence nationale pour lui donner un nouveau terme qui s'appelait priorité nationale. Alors moi, je suis comme tout le monde, je me suis dit que c'était la même chose, c'était le même mot, que c'était synonyme. Et puis, grâce à ce vote, j'ai compris la différence. Vous savez, Pascal, on me taquine beaucoup, même mes amis, sur ma capacité à susciter des querelles sur les mots, à pinailler, comme me disent mes meilleurs amis. Et là, je vais vous dire la preuve qu'un mot différent, ce sont des mesures différentes et ça change radicalement la philosophie d'une politique. Je vous explique.
qu'est-ce que c'est que la priorité nationale? Qu'est-ce qu'on a découvert hier? C'est que on donne certes en priorité aux Français les allocations sociales, mais les étrangers seront servis après. Voilà, ils attendent quelques semaines, quelques mois, quelques années pour certaines mesures, mais ils seront servis quand même. C'est ça la priorité nationale. En vérité, c'est le contraire de la préférence nationale, puisque c'est pour les étrangers le fait de toucher quand même les versements et l'argent de la solidarité nationale. D'ailleurs, ça a toujours existé. M. Darmanin et M. Macron hier l'ont rappelé au Rassemblement national de Mme Le Pen. Le RSA est versé aux Français d'abord, puis aux étrangers en situation régulière qui ont attendu 5 ans à être chômeurs, merci pour eux, et on leur paye le RSA. Et bien maintenant, ils pourront en plus toucher les APL, les allocations familiales, en attendant un petit peu. Ça n'a rien changé. En vérité, la priorité nationale chère à Mme Le Pen et qui est reprise désormais par LR, est une hypocrisie notoire. C'est simplement un alignement sur ce qui se passe aujourd'hui et c'est le contraire de la préférence nationale. Bon, cette loi n'attaque pas l'immigration légale, nous sommes d'accord, il n'y a pas de disposition nouvelle et c'est sans doute le problème numéro 1 de l'immigration aujourd'hui, l'immigration légale, étudiants, droit d'asile. Mais en revanche, vous pourriez être satisfait qu'elle attaque l'immigration illégale. Je parlais des délinquants étrangers qu'on pourra expulser. Chacun peut avoir un consensus sur ce point, c'est une avancée. Alors attendez Pascal, il faut bien comprendre quelque chose. Vous avez tout à fait raison, et c'est ce qui m'a frappé aussi, même en écoutant hier le président de la République, qui ne parle que de la lutte contre l'immigration clandestine. C'est comme si l'immigration légale ne lui posait aucun problème. Or, l'immigration légale, c'est 500 000 personnes par an. C'est 100 000 au nom du regroupement familial et de l'immigration familiale. C'est 100 000 au nom des étudiants. Et c'est 150 000 au nom du droit d'asile. Ça fait près de 500 000 par an. Et ça ne gêne absolument pas le président de la République et ça ne gêne absolument pas tous les députés qui ont voté pour cette loi, puisque, vous avez raison, elle ne les concerne pas. En vérité, l'immigration clandestine est la conséquence de l'immigration légale. S'ils viennent, c'est parce qu'ils ont déjà des amis, des frères, des cousins, des gens de leur pays qui sont légalement installés et qui les aident, c'est bien normal, on a toujours connu ça. Et donc, si on ne règle pas la question de l'immigration légale, on ne réglera jamais la question de l'immigration illégale. Donc, J'entends. cette loi ne sert à rien. Elle ne supprime pas le droit du sol. Elle ne supprime pas l'immigration familiale qui est énorme. Elle ne supprime pas l'AME. Elle ne supprime pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les allocations sociales pour les étrangers. Elle ne permet pas, en vérité, d'expulser les binationaux délinquants et les étrangers délinquants. Et surtout, n'oubliez jamais quelque chose, Pascal, quand on parle de toutes ces lois immigration, elle ne concerne pas les Algériens, qui sont la première communauté étrangère en France, qui sont, eux, protégés par le traité de 1968, qui leur permet de rentrer à leur guise et de n'être jamais expulsés. Éric Zemmour, on a un temps de parole très précis. L'immigration légale ne sera pas atteinte par ce texte. Et même l'immigration illégale, vous allez voir que ça ne servira à rien, que dans les textes, on peut dire qu'ils sont expulsables, mais qu'ils ne seront pas expulsés, car ça relève d'un autre registre. Ça relève, vous savez bien, des fameux laissez-passer consulaires que les États d'origine ne nous donnent pas, etc. C'est une autre politique Éric Zemmour, qui n'est pas non plus concernée par cette loi. Pardonnez-moi de vous interrompre. Ça fait 7 minutes qu'on parle ensemble. On a un temps de parole limité à 10 minutes parce que l'ARCOM nous autorise, vous êtes président de Reconquête, chaque seconde que vous parlez est décomptée. Je voudrais que vous disiez un mot sur Gérard Depardieu, mais avant cela, et je vous demande de faire court, quelles sont les 3 ou 4 mesures, selon vous, essentielles que vous mettriez en place si demain vous étiez au pouvoir pour lutter contre l'immigration légale et illégale? Écoutez, nous avons à Reconquête un bouclier migratoire qui établit 9 mesures majeures, mais je vais vous en donner quelques-unes très vite. 1. La suppression du droit du sol. 2. La suppression du regroupement familial et de l'immigration familiale. 3. La suppression de l'AME et de toutes les allocations sociales de solidarité nationale aux étrangers. 4. L'expulsion de tous les délinquants, les criminels, les fichés S, qui soient étrangers ou binationaux. Je ne peux pas être plus bref ni plus concis.
Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce chapitre immigration, la loi immigration pire que rien. C'était une émission particulière que celle du président de la République hier, qui a été saluée globalement de manière positive. Chacun a trouvé que le président de la République, dans un exercice qu'il maîtrise plutôt bien, qui est celui de la parole, aura été assez efficace. En tout cas sur la forme, est-ce qu'il a convaincu sur le fond, chacun en discutera. En revanche, son intervention sur Gérard Depardieu a quasiment plus fait parler aujourd'hui que ce qu'il a dit sur l'immigration. Et c'est une prise de parole assez forte, assez courageuse, disons-le, dans le débat actuel, où il a défendu d'une certaine manière Gérard Depardieu, en regrettant la chasse à l'homme et en soulignant qu'on ne prend pas son avis après une émission de télévision. En tout cas, on ne retire pas une Légion d'honneur en ayant vu un reportage à la télévision. Je voulais savoir votre sentiment, Éric Zemmour, sur cette prise de parole sur Gérard Depardieu. Écoutez, je vais vous faire une confidence, Pascal, qui ne vous étonnera pas. C'est la partie de l'intervention du président de la République que j'ai préférée. J'ai trouvé, moi aussi, depuis des semaines, voire des mois, que cette chasse à l'homme, cette meute autour de Gérard Depardieu était absolument ignoble. Vous savez, on peut faire tout dire à des images, on peut faire des montages, on peut les voler, on peut arranger comme on veut. Donc il faut être méfiant. Moi, ce que je constate, et Gérard Depardieu n'est que le dernier d'une longue liste, c'est qu'en vérité, qui est Gérard Depardieu? D'abord, c'est le plus grand acteur français depuis la mort de Jean Gabin. Ensuite, c'est l'incarnation physique et j'allais dire symbolique des années 70, c'est-à-dire des années de liberté, des années même parfois d'excès, mais il incarne ça physiquement, il incarne ça dans son verbe, il est pour toute sa vie le héros des valseuses. C'est ça qu'on veut lui faire payer. Nous vivons aujourd'hui une époque puritaine, une époque bigote, qui veut abattre le symbole des années 70, le symbole de la liberté et des excès de cette période et à la fois de la liberté de cette période. Vous savez, ce sont des cycles. C'est toujours la même chose. Le 19e siècle a voulu abattre le 18e siècle libertin. Les années 60 ont voulu abattre le 19e siècle puritain. Et aujourd'hui, nous avons de nouveau une époque puritaine qui veut abattre l'incarnation physique, encore une fois, de ces années-là. Merci beaucoup Éric Zemmour, et je n'entamerai pas de débat avec vous sur ce sujet. Je rappellerai en revanche 2 ou 3 informations après, puisque je l'ai dit, le temps de parole des hommes politiques est décompté par l'Arcom. Merci beaucoup Éric Zemmour. Je vois que Merci vous êtes peut-être... je vois que vous avez un col roulé, que vous êtes manifestement dans un univers de montagne, donc je n'en demanderai pas davantage, mais profitez, pourquoi pas, du bon air qu'il y a, qui existe, de l'air pur, en tout cas, qui existe à la montagne, et bonne soirée à vous.